Qu'est-ce que tu pourrais dire pour justement permettre aux gens d'aller au bout de leurs rêves, quoi? Je dirais qu'en fait c'est un peu des deux, quoi. Il y a quand même des fois où je me dis c'est dur, Ouais. c'est pas facile, comment faire pour la suite, quoi. Donc on se remet en question plein de fois et puis ensuite il y a quand même des moments merveilleux où déjà quand les gens viennent et s'éclatent et nous disent c'est bon, c'est génial, ça nous conforte, ça nous donne envie de continuer d'avancer. Il faut avoir quelque chose dans les mains qui, quand ça finit dans la bouche de quelqu'un, a le visage qui change. Ouais. Et voilà, c'est ça qui fait qu'on... C'est une expérience en fait. Hein. Ouais, complètement. Bonjour, je suis Sandra et je suis la présentatrice de l'émission The Voice of the CEOs. Aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter un CEO exceptionnel, Sylvain Ajavon. Il gère la Table Métisse, un restaurant gastronomique qui va vous faire vivre une aventure culinaire africaine incroyable. Sylvain et Romuald ont une énergie de dingue parce qu'ils ont réussi à promouvoir ce concept qui est inédit. Ils n'ont jamais baissé les bras et avec toute cette période qui s'est passée, ils ont trouvé le moyen de rebondir. Vraiment, je vous invite à découvrir cette interview dans laquelle vous allez vivre un moment unique avec le fondateur de Table Métisse. Il va vous partager toute son aventure, tous ses choix en fait stratégiques en tant que CEO de ce restaurant. Et ça a été un vrai plaisir pour moi de partager ce moment avec lui. Je vous invite aussi à la fin de la vidéo à aller suivre le chef à chef avec Chef Élise parce que Romuald a partagé ce moment-là avec elle. Ils ont créé une recette totalement innovante que vous pourrez réaliser parce que vous aurez un lien pour aller cliquer sur la recette. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, donc je vous laisse découvrir ce moment inédit et à très vite. Bonjour, et bien écoutez, je suis ravie de rencontrer aujourd'hui Sylvain dans l'émission Voice of the CEO. Donc tu es le premier invité de cette émission. CEO. Okay. Ouais, merci beaucoup, vraiment. Enchanté. Super. Bon, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu de donc Table Métisse quand même? Pourquoi Table Métisse? Table Métisse, pourquoi? Parce que c'était le premier nom qui m'était venu quand j'ai voulu ouvrir le restaurant. Donc au début j'ai voulu ouvrir un restaurant parce que avec la restauration c'était quelque chose qui m'importait puisque j'ai toujours voulu être mon propre patron. Et puis ensuite je me suis dit faut que je fasse quelque chose qui me ressemble, ce sera plus facile d'y aller tous les jours. Parce que je vais sûrement y aller beaucoup plus que sur 25 heures sur 24. Voilà. Et puis en fait la première chose que je regarde dans la glace le matin c'est moi et Métis. Je me suis dit en fait allez faisons quelque chose qui me colle à la peau, tout simplement. Ok, en fait pour le coup ce qui est hyper intéressant c'est qu'on est quand même sur un nom Métis qui est universel. Voilà, parce que le métissage il est partout. Et que du coup on est tout de suite saisi par le nom, enfin d'appeler ça Table Métisse. Moi j'ai tout de suite été saisie en fait et interpellée de me dire bon qu'est-ce qui se passe. Donc du coup il y a un métissage au niveau de la food. C'est quoi on prend des ingrédients et des recettes qui viennent d'Afrique, qu'on travaille avec des techniques de cuisine contemporaine, en tout cas acquises dans nos différentes expériences qu'on a eues dans la restauration. Mon associé et moi, donc Romuald qui est en cuisine et moi qui suis en salle, on a passé pas mal de temps dans les... on est né en France, grandi en France, et puis on a eu notre expérience à Paris principalement. Et puis on adore manger, on adore les assiettes, on adore lire ce que la personne en cuisine a voulu mettre dans son assiette. Et on s'est rencontrés là-dessus assez fortement, puisque en allant dans différents restaurants, quand on parlait, on se comprenait. Et donc du coup, l'idée c'était quand même de proposer quelque chose qui nous ressemble, avec lequel on a grandi donc une part de notre enfance, avec la cuisine afro, même si lui d'origine haïtienne, mais en fait il y a tellement d'ingrédients qui sont transverses, quoi. C'est clair. Donc du coup c'était quelque chose de normal de proposer cette version de la cuisine africaine. Ok. Et alors du coup, quel est le pays qui vous inspire le plus dans ce que vous faites? C'est les ingrédients plus qui nous inspirent. Après, moi, étant ivoirien togolais, du coup, j'ai amené quelques ingrédients ou recettes que j'avais eu un peu étant plus jeune. Par exemple, la sauce gombo, c'est pas quelque chose que on trouve plus facilement. Enfin, je sais que c'est pas le plat national Sénégal ou Mali, alors qu'on va plus l'avoir en Côte d'Ivoire, par exemple. Au Cameroun aussi. Et donc, voilà. Mais c'est pas forcément un pays qui va nous parler plus. Parce qu'au début, on était parti sur l'est de l'Afrique avec l'Éthiopie. On voulait refaire de l'injera. Quand on a cherché la farine de teff, on s'est rendu compte que c'était super cher. Et, Et en
fait, on en trouve facilement en Angleterre, mais en France, beaucoup plus difficilement. Enfin, dans les magasins bio, mais le rapport qualité-prix est juste exponentiel. Donc du coup, voilà. Donc, c'est pour ça on est assez ouvert sur différents endroits partis de l'Afrique, mais on n'est pas cantonné à un pays. Ok. Mais alors du coup, toi, ta passion de la cuisine, elle est née de quoi? Parce que souvent on dit que les gens qui ouvrent des restaurants, il y a un rapport avec la maman qui cuisinait. C'est quoi le leitmotiv en fait? Je pense que c'est le rapport à la maman, ouais, d'une certaine manière. Étant plus jeune, je voulais être cuisinier. Ok. Je faisais des expériences pas forcément C'est quoi le truc? C'est-à-dire? Je sais pas, j'essayais de rajouter du citron sur une viande cuite et tout. Ouais, c'était Ah ouais? juste un peu n'importe quoi. Mais enfin, j'avais, je sais pas, 6 ans, 7 ans. D'accord, Donc, ok. voilà. Ou peut-être plus, 10 ans quand même. Et en fait, ça m'est quand même resté, quoi, cette passion pour la bouffe. Et ce que je trouvais assez fou chez moi, c'est que ma mère est blanche, et elle faisait la sauce gombo, mais en même temps, elle faisait une mousse au chocolat. Incroyable. Donc, dans mon repas, c'était voilà, un mélange Ah ouais, non mais total. intersidéral quoi. Genre, sauce gombo, mousse au chocolat. Ok, super. Ok. Et alors du coup, là c'est quoi donc vous avez ouvert depuis septembre 2018, Septembre c'est ça? 2018, ouais. Ok. Tu m'expliquais tout à l'heure avant l'interview, c'est plein le midi, c'est plein le soir. Ouais. Hein. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils viennent découvrir chez vous en fait? Comment tu pourrais dire, genre 3 mots qui résumeraient l'expérience culinaire Table Métis? C'est un restaurant de découverte aujourd'hui, parce que la plupart des gens qui viennent ne connaissent pas. Moi, je suis assez surpris, ça fait plus que 3 mois, mais je suis assez surpris d'avoir à expliquer autant ce que c'est qu'un mafé, un yassa ou une sauce gombo. Ok. Au début, quand on a ouvert, on voulait quelque chose qui soit complètement créatif, innovant et surprenant, et c'était trop décalé. Parce que je m'attendais à ce que les gens connaissent déjà ces plats, ce qui n'était pas du tout le cas. Donc les gens viennent découvrir, voilà. Et je pense que c'est l'aspect un peu plus léger. Enfin, c'est plus facile d'accès pour un Parisien de venir chez nous que peut-être dans un autre restaurant afro. Ok, d'accord. C'est quoi la plus grosse difficulté qu'il y a eu dans ton aventure entrepreneuriale pour ouvrir un restaurant à Paris? Parce que tu as un restaurant dans le 11e, c'est ça, hein? Ouais. C'était quoi le truc le plus difficile? Qu'est-ce que tu pourrais dire à des restaurateurs là, qui veulent se lancer Ça a été de convaincre les gens avec mon idée de cuisine africaine contemporaine, de convaincre les banques, convaincre les partenaires potentiels. Il fallait leur démontrer que ce qu'on allait faire, ça allait être génial et qu'on allait cartonner. Mais avec quelque chose qui n'a absolument aucune antériorité, donc pas de référentiel. Le banquier va regarder, va dire, je sais pas, pizza, j'ai, italien, j'ai, chinois, j'ai, voilà, même, je sais pas, même contemporain, j'ai, mais du coup, la cuisine africaine, j'ai pas. Donc, en fait, non. Okay. Voilà. Donc, ça ne me parle pas. Donc, voilà. Donc, ça a été très dur. Et puis, on a eu une opportunité d'avoir un local dans le 11e. C'était pas forcément là qu'on visait en premier. Et puis, quand on est arrivé là-dessus, on s'est dit, allez, c'est parti. De toute façon, les gens vont venir à nous parce qu'on va leur proposer quelque chose qui va suffisamment leur plaire pour qu'ils veuillent faire un bout de chemin pour venir jusqu'à nous et pas être que dans une zone de passage où on va prendre des gens par le passage, quoi. Et du coup, voilà, c'est comme ça qu'on a atterri là-bas. D'accord. Et alors du coup, aujourd'hui, le métier de restaurateur, est-ce que parce qu'il y a deux sons de cloche. Il y a des gens qui effectivement sont là et c'est des passionnés, ils se disent non mais moi c'est ma voie et donc je vais faire ça de ma vie. Et d'autres qui disent ouais c'est difficile le restaurant, il faut attendre les gens, les clients, c'est compliqué. Comment tu arrives à déjà te mettre dans une bulle pour te dire que ok c'est mon business, c'est mon truc et en fait les sons de cloche à droite à gauche je m'en fous. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour justement permettre aux gens d'aller au bout de leur rêve, quoi? Je dirais qu'en fait c'est un peu des deux, quoi. Il y a quand même des fois où je me dis c'est dur, c'est pas facile, comment faire pour la suite, quoi. Parce que par exemple quand il y a eu les grèves là dernièrement en décembre à Paris, on s'est regardé, on s'est dit c'est chaud, quoi. Nous on est à côté du boulevard Voltaire,
c'est un boulevard qui est utilisé pour aller sur la place de la Nation qui est à 2 pas. Donc c'est fermé, donc il n'y a personne. Mince, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a fait le bon choix? Voilà. Donc on se remet en question plein de fois. Et puis ensuite, il y a quand même des moments merveilleux où déjà, quand les gens viennent et s'éclatent et nous disent c'est bon, c'est génial, ça nous conforte, ça nous donne envie de continuer d'avancer. Donc il faut avoir quelque chose dans les mains qui, quand ça finit dans la bouche de quelqu'un, a le visage qui change. Et voilà, c'est ça qui fait qu'on... C'est une expérience en fait. Oui, complètement. C'est une expérience gustative, mais au-delà de ça, j'imagine que dans la façon dont vous recevez les gens, je ne sais pas comment tu décrirais la façon dont tu reçois les gens dans ton restaurant, parce que ça c'est important en fait, l'expérience que tu proposes, ce serait quoi? Je dirais bien comme à la maison, mais en même temps, ils ne sont pas à la maison. Ce que je veux dire, c'est que quand on dit comme à la maison, on pourrait penser à un truc, bon, c'est facile, on s'installe, machin, on met les pieds sur la table, machin. Alors que, non, moi l'idée c'est quand même d'essayer d'apporter une petite touche de service. Voilà, il y a certaines bouteilles de vin que je vais carafer, donc bien sûr que ça va peut-être être un petit peu différent du protocole qu'on va avoir dans un restaurant gastronomique, voire étoilé. Mais on essaye d'amener une certaine qualité de service dans la description des plats, dans la présentation des boissons, dans la présentation de l'assiette. Romu fait un boulot de fou. Et, l'excellence, donc, quoi. Ouais, je préfère que les gens le disent, mais l'excellence. Si les gens le disent. Voilà, table métisse, l'excellence. Non, mais il faut le dire. Attends, à un moment donné, finalement. Non, on n'y est pas encore. L'excellence, c'est encore au-dessus. Non, mais quand on sera reconnu par tous les pairs, là, je pourrais peut-être dire, ok, j'y suis arrivé, mais pour l'instant. Bon, le chemin vers l'excellence, alors. Ok. Toi, dans ta vie professionnelle prend, j'imagine, 99,9% de ton temps, je ne sais pas. 99,7%. Voilà, 7, ok. Merci pour le 7. Il reste donc 0,3% pour la vie perso. Non, mais le lifestyle d'entrepreneur, c'est ça. Donc, tu vois, moi, j'ai le même lifestyle que toi. Ça ne me choque pas du tout de dire ça. Le contraire m'aurait étonné. Mais du coup, comment tu fais pour créer la balance entre ta vie perso et ta vie pro, en fait? Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de balance entre la vie perso et la vie pro. C'est complètement la vie pro et le perso, ça sera quand on commencera à pouvoir prendre plus de temps pour nous, quoi. Enfin, là, je suis encore tête baissée, des fois peut-être un peu trop. Je devrais peut-être reculer un peu et me dire c'est pas grave, ça on pourra le faire demain, ne te presse pas, il n'y a pas d'urgence. Mais c'est vrai que c'est une forme d'organisation désorganisée, de vouloir faire plein de choses en même temps. Et puis en fait, il y a toujours une priorité qui va intervenir à ce moment-là, un coup de téléphone. Le téléphone, on ne peut pas le laisser, donc pourtant on est en train de faire quelque chose d'ultra important. On répond, on explique, et là en fait c'est un rendez-vous, je ne sais pas, quelque chose d'extrêmement important qui doit être fait dans pas très longtemps. C'est toujours des urgences mises bout à bout. Et c'est quand même hyper excitant parce que quand on arrive à passer plein d'étapes comme ça, on peut se dire ok, j'ai quand même fait pas mal de choses. Clairement. Mais c'est assez éprouvant et donc il faut arriver à trouver il n'y a pas de balance. Je trouve que c'est pas possible de trouver une balance entre aujourd'hui là dans l'ouverture du resto. Enfin, je dis l'ouverture, ça fait bientôt 2 ans, mais comme on a changé un petit peu l'offre. Du coup, c'est toujours une phase d'ouverture. On n'est pas encore stabilisé on n'est pas encore sur des rails et on le sera sans doute jamais. Ouais, ça fait partie du truc aussi. Mais il y a un moment donné, quand on a passé une certaine étape, on peut peut-être se dire ok. Je peux déléguer ça et ça, et c'est géré comme j'ai envie que ça soit géré. Bon, il y a toujours une latence à laisser, mais voilà. Et donc aujourd'hui, on n'est pas encore dans cette phase où on peut vraiment tout déléguer, donc encore très 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 impliqué, quoi. Ouais, voilà. Quand c'est son bébé, tu vois, c'est ton bébé, ton resto. Donc dire bon, tu vas déléguer, peut-être parce que tu vas aller faire d'autres projets, parce que tu vas offrir, on t'a appelé pour aller faire un projet ailleurs, extend ta marque, tu vois, il y a plein de possibilités qui peuvent se passer. Et là, effectivement, tu vas augmenter juste ton spectre, tu vois, mais tu vas garder quand même, je pense que c'est important de garder le contact avec ses clients, de savoir ce qu'ils veulent. J'imagine qu'aujourd'hui, quand ton client arrive, tu arrives à t'as ton persona dans ta tête, tu vois à peu près, ok, lui, je vois qu'il va manger ça, je pense qu'il va commander ça. Est-ce que tu as ce type d'intuition ou pas? Oui, je n'irai pas forcément jusqu'au détail de la prise de commande, mais en fonction des attitudes, je sais à peu près comment ça va se passer, si ça va être rapide, lent, s'il va falloir expliquer. Puis la personne vient rarement seule. Et donc aussi en fonction des gens, on voit un peu les influences entre chaque client, celui qui est peut-être un peu plus le leader d'opinion à la table ou des choses comme ça. Enfin, c'est assez marrant, mais c'est pas écrit, quoi. C'est pas écrit. Ok.
C'est aussi pour ça qu'on fait cette émission, c'est parce que j'ai envie que les gens se rendent compte, au-delà même de dire ok j'ai un restaurant, hein, il y a quand même toute une philosophie derrière, ça te demande un travail de dingue, ça te demande, j'imagine quand tu te couches le soir, tu es en train de te dire merde, alors attends, il y a tel truc et on fait tel plan, alors attends on verra demain mais il faut que je dorme. Ouais. Est-ce que tu arrives à dormir du coup? Oui, j'arrive à dormir, mais c'est vrai qu'en général, je vais être sur le compte Instagram, regarder les derniers likes, les derniers posts, les derniers commentaires, ou en train de vérifier le planning pour demain, est-ce que ce rendez-vous il est bien noté, checker les réservations, je sais pas, checker le chiffre d'affaires de la veille, de la journée, bon, c'est comment, le faire une petite somme dans ma tête, ok, on est là sur cette semaine, la semaine dernière c'était comme ça, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse... Donc je dors quand même, mais avec mille et une choses dans la tête, et puis le réveil est des fois... c'est abrupt, genre, j'ai oublié ça. Bon, en tout cas, je redonnerai l'adresse du restaurant et puis nous, on va aller faire un tour parce qu'au-delà de venir comme ça, je pense que c'est important aussi d'aller consommer le produit des gens et pas juste dire ouais, c'est super ce que tu fais, c'est cool. Voilà, c'est cool ce que tu fais. Je vais m'asseoir, on va venir à 5-6, on va manger puis on va payer une note. Ça te va? On prendra une belle note. Une belle note. Tu vois, je peux lire. C'est toi qui vas prendre le lead, c'est même toi qui vas payer, j'ai l'impression. Il n'y a pas de problème. Écoute, c'est dit devant tout le monde. Voilà, vous avez entendu, super. Alors, juste pour terminer, je voulais te poser 2-3 questions de cette boîte magique. Nous, on va faire un jeu dans pas longtemps qui s'appelle le jeu de l'intimité. Et en fait, c'est des cartes comme ça que tu peux faire avec des potes ou quoi. Et voilà, c'est très simple. Est-ce que tu te trouves timide ? Non, je me trouve pas timide. Non. Enfin, là, oui, parce que je suis impressionné. C'est vrai ? Ouais. Mais... Non, je trouve que t'es à l'aise là. Ouais, hyper à l'aise. Non, si j'ai les mains moites et tout. Ouais, mais attends, normal quoi. Mais en tout cas, dans ton speech et tout, j'ai pas senti. Bah, tant mieux, parce que j'essaye de lutter vers le timide au fond de moi. Il est là. Je suis là. Ah oui, si tu devais acheter une pièce d'art, tu achèterais quoi ? Est-ce qu'il y a une pièce d'art, genre tu mettrais chez toi ? Bah en fait, là c'est hier, j'ai vu un truc sur Banksy et je mettrais bien un Banksy sur ma devanture. Ok. Voilà. Canon. Ouais. Et du coup, ça c'est un truc genre tu vas le faire ou... Non, mais c'est une... Non mais si je devais acheter une pièce d'art, tu m'emmènes vers le rêve. Bon, alors attends. Est-ce que tu te vois donner une autre couleur, par rapport à ce que tu viens de dire, à ta boutique, avec cette inspiration-là ? Est-ce que tu te vois faire ça ou genre, bon voilà, c'est une œuvre que... En fait, on l'a fait. Ok. En fait, l'illustration qui est sur l'enseigne, c'est un mandala, un portrait de Mandela. Et puis dans le restaurant, en fait, la porte qui cache les toilettes, c'est un mandala masqué. Un portrait de Mandela avec un masque, et en fait c'est un ami de Romu à la base, s'appelle Baïdam Sissé, et qui nous a fait ces peintures, ces illustrations. C'était pour donner pour personnifier le restaurant, pour lui donner une certaine image. C'est une image transversale que tout le monde apprécie, voilà, c'était pour donner une image et puis suffisamment originale avec le côté masqué, un peu dans le délire super-héros, et en même temps la tradition du masque avec clairement. Un masque assez futuriste, parce que Baïdam, il est on peut dire dans l'afrofuturisme. Ah, canon. Quelle est la pire chose qui pourrait t'arriver ? Mourir demain ? Ouais. Je dirais attends mon restaurant marche, j'ai pas passé le truc, mince. Non, tu seras plus là pour le dire. Non, quelle est la pire chose qui pourrait m'arriver ? Un deuxième confinement. Ah ouais. Voilà. Mais je pense que ça arrivera pas honnêtement. Je sais pas, je touche je sais pas quoi, bref, je presse les doigts pour pas que ça arrive. J'espère pas que ça arrive, je suis pas aussi confiant, je laisse une petite latence, histoire que si jamais ça revient, je sois pas surpris. Mais c'est vrai que ça a été hyper soudain. Quand c'est arrivé, c'était dans la journée du samedi, en fait, nous on devait faire un événement avec Maury de Top Chef le mardi et mercredi d'après. D'accord. Et en fait, c'est un dimanche soir qu'ils ont fermé, hein ? Non, c'était un samedi soir. C'est un samedi soir. Et donc on était en plein service. Pendant la journée, on se posait des questions parce que ça faisait déjà quelques temps qu'on parlait de coronavirus. Et on a pris la décision, comme ça en plus ça permettait de sceller le sort de l'événement. On a dit on ferme pour 3 semaines. Mais j'ai d'autres potes restaurateurs qui avaient pris cette décision-là aussi.
Et du coup, l'annonce a été faite à 20h qu'à minuit, on devait fermer. Donc, c'était la douche froide. Là, c'était... Ouais. Enfin, ouais. Ouais. Non, c'était dur. Ouais. Pas de visibilité. Il faut faire des projections jusqu'en septembre où on n'en fera pas de chiffre d'affaires. Qui peut survivre à ça, en fait? Ouais, c'est un délire. Je sais pas. Je sais même pas s'il y a un commentaire à faire là-dessus. Que ce soit le monde de l'événementiel, c'est pareil. Ah ouais, ah oui, c'est pareil. Là, enfin, je veux dire, il y a eu 0 événement, quoi. Ouais. Tu vois, 0 événement et puis pas vraiment de visibilité. Puis des entreprises qui aujourd'hui ne peuvent pas ne peuvent pas s'amuser à dire on va faire un séminaire, quoi. Parce que en fait, il faut mettre tout le monde à distance. Voilà, envoyer tout le monde en télétravail. Voilà, non, mais en fait, c'est pas possible, les gars. Il y aura pas d'événement, en fait. Non, donc, tu vois, on est passé en mode digital. Il y a pas le choix. Ouais. Il n'y a pas le choix, parce que, et quand bien même demain ça se reproduirait, comment on fait? En fait, on aura une structure digitale à 100%, quoi. C'est-à-dire que tu fais tous tes séminaires en ligne. Voilà, c'est un autre délire, mais en même temps, voilà, c'est comme, enfin, tu disais, on n'a plus envie d'être surpris par ça demain, et voilà, faut anticiper et se dire, voilà. Et puis si c'est un événement normal, c'est un événement normal. Dernière petite question pour toi, c'est quel est le meilleur souvenir que tu as avec tes parents? Genre le truc vraiment où tu fermes les yeux, tu te dis waouh, c'est canon. Meilleur souvenir que j'ai avec mes parents, ça devait être quand on a fait une brocante. Ouais. Où on a vendu des objets ensemble qui dataient finalement pour eux depuis super longtemps, que moi je voyais toujours comme un peu des vieilleries. Ouais. Mais en fait, accepter qu'ils s'en séparent, je trouvais ça génial. Accepter de mettre un prix dessus aussi, qui était, c'est une brocante, c'était pas des objets qui valaient des milliers d'euros, quoi. Donc accepter qu'ils s'en séparent, que c'était une sorte de manière d'avancer. Ouais, enfin voilà, et puis on était tous les trois ensemble autour d'une aventure, un peu, toute proportion gardée comme vous, une aventure familiale, où on s'entraide, où on est solidaire. S'il y en a un qui a des compétences un peu différentes, il va les utiliser. Voilà. S'il y en a un qui est un peu plus manuel, il va peut-être monter le stand. S'il y en a un qui est meilleur pour vendre le produit, voilà. Voilà, des choses comme ça. Ok. Un truc comme ça, c'était cool. Ouais, c'était cool. Super. Écoute, merci Sylvain. Je voudrais que tu rappelles un truc quand même très important, c'est l'adresse du restaurant. Ouais, alors c'est là. Ouais. C'est 40 rue des Boulets, dans le 11e à Paris, donc table métisse, voilà. Ok, super. Merci beaucoup. Avec plaisir. Pour ta spontanéité, d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci pour ta force d'entrepreneur aussi. Voilà, que ça inspire plein de gens. Faut pas négliger la capacité d'influencer les gens. Allez les gars, allez, voilà. Les gars, les nanas. Ouais, voilà. et merci beaucoup. Et on viendra vraiment faire un tour dans ton restaurant et manger. Merci pour l'invitation. Merci. Bye. Ciao. Salut.